Bonjour chers auditorices, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans cet épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Pour cet épisode, nous retrouvons presque les mêmes protagonistes que dans l'épisode précédent. Un président du musée du fer à repasser qui nous raconte le savoir-faire du fer. Une femme qui nous raconte les liens qui unissent grands-parents et petits-enfants. Les premiers apprentissages féministes d'une experte en égalité professionnelle femmes-hommes. Une styliste qui transmet à la génération suivante ce que ses enfants n'ont pas voulu apprendre. La transmission du métier familial quand une future ouvrière perd sa mère enfant. Comment ces savoirs se transmettaient ? Comment, entre femmes ou dans les familles, on se partageait le savoir ? J'ai commencé cette interrogation par Isabelle Delcroix-Nollet, qui dirige l'organisme de formation Lead Up, et je lui ai demandé de me raconter qui lui avait transmis son combat féministe. Ouais, je dirais que c'est quand même... alors, d'abord, ma grand-mère, qui m'a appris plein de choses. Parce que j'étais l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, maman, une famille traditionnelle, maman était à la maison, s'occupait des plus petits. Et donc, moi, j'avais la chance d'habiter jusqu'à l'âge de 10 ans à 3 maisons de ma grand-mère. Donc, j'y allais quand je voulais. Elle m'a appris à faire plein de choses. Donc, c'est bien jouer aux dames que de faire... Enfin, plein de choses. Donc, j'ai ma grand-mère qui m'a appris beaucoup de choses, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui m'a expliqué la guerre de son père, la guerre 14. Ensuite, donc j'ai appris pas mal de choses comme ça. Et ensuite, j'irais ma première belle-mère, qui était une féministe. Et donc, on m'a beaucoup parlé de la notion de l'argent, l'importance d'avoir son compte bancaire, surtout que finalement c'était pas si vieux. C'est 1965 l'autorisation d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation du mari. Donc elle était née en 34, donc etc. Puis c'était une professeure mais à l'ancienne d'allemand bien. Et donc c'est vrai qu'elle m'a vraiment ouvert les yeux sur la question du féminisme. Bon, elle était assez révolutionnaire, à la limite son mari elle disait pas grand-chose, mais c'était un intellectuel en introspection, donc je pense que ça allait bien. Mais elle m'a vraiment fait prendre conscience du côté économique. Puis j'avais peut-être 18 ans, donc j'ai rencontré jeune cette dame, et après c'est devenu ma belle-mère, mais elle m'a assez influencée. Je pense que c'est les deux, et j'avais un contre-modèle. Maman était à la maison et vraiment j'avais pas envie. Mon père avait sa société et je voulais toujours devenir entrepreneur parce que mon père m'a aussi inspirée. Il n'y a pas que les femmes qui inspirent les filles. Et mon père avait sa société, donc j'allais chez ses clients avec lui, il m'emmenait en tournée. Donc cette appétence aussi pour créer une entreprise, je crois que je l'ai depuis petite, grâce à lui. Et puis comme j'étais l'aînée, voilà. Et puis il mettait tous ses espoirs en moi, que je sois une fille ou un garçon, peu importe. Pour lui, j'étais son premier enfant et voilà, il avait des ambitions pour moi, quoi. Donc. C'est une interrogation que j'avais également quand je suis allé voir Jean-Pierre Linsky, de l'association PHER, Patrimoine, Histoire et Études du Repassage. Lui qui connaît si bien la manière dont sa mère gérait la maison, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, eh bien comment est-ce qu'il a appris ça ? C'était, ça se transmettait comme ça, de famille en famille, sachant que ma grand-mère a appris, donc maman, sa fille, à repasser. Elle l'a vu faire et elle faisait ce travail aussi chez ma grand-mère qui avait une maison de mineurs. C'était des belles maisons autrefois, mais il y avait la salle à manger dans laquelle on allait rarement. Ensuite, il y avait une pièce intermédiaire dans laquelle on se réunissait, mais rarement. Et puis, il y avait l'endroit où on passait le plus de temps. C'était la véranda. On rajoutait toujours une pièce et on vivait dans la pièce qui était toujours la plus éloignée. C'était la moins bien équipée, mais c'est là qu'on s'y trouvait bien, par contre. Et c'est là qu'il fallait déplacer 3-4 chaises pour les mettre dans la pièce d'à côté, de façon à pouvoir mettre la table au milieu de la pièce, pour pouvoir étaler le molleton, etc., etc. Et c'était là, et tout était bousculé pour pouvoir exécuter cette journée de repassage.
Je lui ai demandé encore comment sa grand-mère savait, comment elle avait appris. En fonction de ce qu'elle ressentait, elle savait. Elle pouvait pas l'exprimer, mais elle savait si le fer était trop chaud ou pas assez chaud. Donc elle approchait de la joue comme ça, puis elle savait. Si c'était trop chaud, elle reposait le fer à l'extrémité du feu, pas forcément la partie la plus chaude. Et elle en reprenait un autre, parce que sur le feu, il y avait toujours 3 fers. Donc elle en reprenait un autre, elle l'approchait de la joue, et si le fer était à température, c'est là qu'elle le promenait sur un chiffon propre, de façon à ne pas salir le vêtement qui était, lui, à repasser. Deuxième solution, c'est qu'elle prenait le fer dans la main, et de l'autre, elle mouillait les bouts de doigts de l'autre main qu'elle venait tapoter sur la semelle du fer. Et en fonction du bruit qu'elle entendait, elle savait si le fer était suffisamment chaud. Et puis la troisième solution, qui était la moins ragoûtante, enfin bref, c'est qu'elle crachait sur la semelle du fer. Et elle savait. On ne peut pas exprimer ce genre de choses, quoi. Par contre, je me souviens également, quand j'étais petit, ça me revient, je demandais à ma grand-mère comment tu sais qu'il est chaud. Parce que quand on veut faire une tarte, on sait qu'il faut mettre 150 grammes, 200 grammes, donc tout le monde peut arriver à doser facilement avec une balance. Tandis que là, apprécier la température, c'est compliqué. Et je lui disais à ma grand-mère, mais... Alors, pour être tranquille, elle me disait, je le sais. Sèchement comme ça, je le sais. Elle le savait. Elle ne pouvait pas le transmettre, ça, mais je le sais. Je l'ai jamais su, mais je le sais. J'ai posé ces mêmes questions à Marie-André Lotellerie, ma tante par alliance. Elle a commencé à me raconter l'épisode de son mariage. J'ai pas pu inviter tous les amis j'ai pas pu inviter mes amis. Et c'est plutôt eux qui ont préparé, les parents qui ont préparé, aussi bien le père de Jean-Michel que pour le repas et tout ça, qui a invité qui, et tout ça, c'est eux, c'est les parents qui ont tout organisé. Ouais. Nous, on s'est occupé que de notre messe de mariage et la préparation de notre mariage, quoi. Et ta robe, par exemple, t'étais à choisir Ma robe, c'est la cousine de papa qui l'a faite. Donc, on est allé choisir le tissu. Elle a dit, bon, tiens, est-ce que ça te plaît si je fais cette forme-là? Mais c'est pas moi qui ai choisi vraiment. Donc ça me plaisait, donc elle dit si tu fais ce genre-là, moi je saurais te le faire, ça peut-être pas. Donc j'ai dit tu fais comme tu sais faire. Et puis donc c'était avec de la broderie anglaise, qui s'appelle la broderie anglaise. Par contre je voulais un long voile, j'ai pas pu avoir le long voile, maman voulait pas. Ce que me raconte Marie-André m'a rappelé l'interview de Nicole Kouane, réalisé par l'ESAT, l'École supérieure d'art appliqué et textile à Roubaix, dans le cadre de l'exposition Fibres féminines. Mais par contre, j'ai perdu ma maman à 11 ans, moi, et ma marraine, parce que c'était ma marraine qui est devenue ma maman. Et elle m'a appris à coudre. Elle avait une machine à coudre, encore avec une pédale, là, vous savez, qui n'était pas du tout électrique. J'ai fait ma robe de mariée grâce à elle. Elle m'a toujours aidée dans la couture, vous voyez. J'ai eu le droit à des petits gants. Marie-André Lotellerie. Je voulais faire la jarretière. Maman ne voulait pas. Donc j'ai pas eu le droit à la jarretière. Et puis le jour du mariage, j'ai mon parrain qui est venu. Bah, tu fais pas la jarretière et tout ça. Bah, sinon, j'en ai pas, donc je peux pas la faire. La jarretière est un jeu de mariage traditionnel où les convives misent pour récupérer la jarretière de la mariée qui la dévoile en remontant sa robe centimètre par centimètre. Je suis sûr que la plupart d'entre vous a déjà observé cette tradition dans des mariages.
Enfin, il y a des trucs que maman, elle était quand même assez catégorique. Papa, il était un petit peu plus souple sur certaines choses. Et Colette, c'est pareil. Par contre, c'est la femme de son parrain qui lui a fait sa robe. Et elle a... Bah là, Colette, elle a quand même pu choisir sa coiffure. Donc, elle avait un petit chapeau camembert, là, sur la tête. Et après, c'est vrai que on n'a pas choisi comme maintenant, on va dans les magasins, on choisit la robe. C'était pas dans les mœurs à ce moment-là. Et la cousine du coup de ton père qui a fait la robe, c'était quelqu'un de tes proches ou c'était... C'était une cousine qu'on voyait régulièrement. Mes parents, ils allaient souvent chez eux. C'était Francine, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Francine. Non. Donc c'était Francine et mes parents ont toujours eu un grand lien d'amitié avec eux, quoi. On était souvent chez eux, ils venaient à la maison, à chaque fois qu'on faisait, quand on a fait les brevets, le brevet de Jean-François ou quoi, si on faisait un petit pot, ils étaient là. Donc du coup, c'est vrai qu'ils se fréquentaient beaucoup. Et puis sa mère, à Francine, elle tenait le café L'Épidore à l'entrée, quand tu viens avec lui, à l'entrée de Wallers. Donc en plus, quand on était petit et tout ça, qu'on allait chez mes grands-parents, les parents de Mémé, le dimanche soir, quelquefois, disait on n'irait pas manger un croque-monsieur puis boire une bière. Donc on allait là-bas et puis nous on était contents. C'était la soirée avec les grands-parents. On se prenait un petit demi. J'ai demandé ensuite à Marie-André de me spécifier ce que ses aînés lui avaient transmis et comment elle se plaçait dans la transmission en tant que mère, que grand-mère, que tante, ou d'une manière générale, une aînée dans la famille. Donc une anecdote, elle nous disait tout le temps, tu repars pas avec quelqu'un d'étranger. Et on a une dame qui habitait dans la rue, et moi j'attendais, maman elle était un peu en retard, et j'attendais, et puis elle dit, t'as qu'à revenir. J'ai dit non, maman elle m'a dit qu'on repart pas avec des étrangers. Et je sais même pas si j'ai pas fait, du coup que j'attendais trop longtemps, si j'ai pas fait la route toute seule. Puis après maman est arrivée, donc et elle dit j'ai rencontré Madame Intel et puis elle m'a dit qu'elle était un petit peu vexée parce que tu lui as dit que tu voulais pas retourner avec des étrangers, que je t'avais interdit de retourner avec des étrangers. Les petits trucs de mon grand-père ou de ma grand-mère, j'ai dit tiens ça c'est Pépé Gus ou Mémé Adèle qui me l'ont appris. Mon grand-père, ce qu'il disait tout le temps, comme Jeannot Lapin vient sur Mont-Saint-Doux pour y goûter la vidange, donc il nous faisait une dictée, et puis il fallait, mais nous, on écrivait tous les mots qu'il fallait pas. La vidange, on écrivait vidange comme la vidange de machin, mais pas la vidange comme un ange. Donc ça, c'était tous des trucs que mon grand-père il faisait beaucoup. Jouer des jeux de société, c'était beaucoup aussi avec mes grands-parents. Le dimanche avec papa, maman aussi. On faisait de temps en temps le 421 avec papa ou le jeu de dada. Et avec mes grands-parents, c'était plus le nain jaune. On jouait beaucoup au nain jaune. Et là, ça, c'est vrai que c'est des trucs que j'ai retransmis peut-être plus encore aux petits-enfants qu'aux enfants, quoi. Les jeux dada et tout ça, c'est plus papa qui a transmis à mes enfants. Tout ce qui est couture et tout ça, il y en a aucun. Anne a jamais voulu apprendre à coudre bon, si, maintenant, elle me regardait faire, elle le fait, mais elle n'est jamais venue me demander pour que je lui apprenne à coudre. Et puis, bon, après, moi, quand ils étaient dans leurs études, tant qu'ils étaient dans leurs études, j'ai jamais voulu non plus leur imposer. Je voulais leur laisser le temps pour leurs études. Donc, je voulais pas leur imposer pas des corvées, mais mais je pense qu'ils ont appris quand même par le fait de nous voir travailler, de nous voir faire, quoi.
On fait des choses à deux quand c'est quelque chose de nouveau, pour les repas de fête ou quoi, c'est souvent elle, et puis ou elle m'apprend des choses, ou moi je lui apprends des choses, quoi. C'est plus, j'y sais plus dans la vie peut-être adulte maintenant qu'on se transmet des choses que quand ils étaient plus jeunes. Après, il faudrait voir avec eux ce que j'aurais pu leur transmettre. Je sais plus, c'est pas vraiment dans le sens de transmission, je t'apprends, je sais pas, c'est plus dans le voir faire que dans la transmission, je t'apprends, quoi. Bon, je pense que les relations, elles se font plus d'apprentissage peut-être entre les grands-parents et les petits-enfants que... En tout cas, c'est plus facile, je plus de recul aussi. On a plus... facile, Puis les parents, quand on est grands-parents, on n'a plus la pression d'éducation des enfants. On est là que pour le plaisir, quoi. Que en étant parent, t'as quand même la pression, il faut que je lui donne les bonnes valeurs, il faut que ça se passe bien à l'école, il faut qu'on soit là derrière lui, que en tant que grand-parent, ça, nous, on l'a plus. On n'a plus cette pression-là. Ce qui était grave, peut-être, quand on était plus jeune ou parents, en vieillissant, on dit... Pour finir, c'est pas si grave que ça, quoi. C'était grave à ce moment-là, on se disait on veut pas s'en sortir, et puis on s'en est sorti quand même. Ou alors on retrouve on partage avec nos enfants des choses à travers les petits-enfants. Oui, c'est aussi une manière voilà. à ce moment-là d'aller vers tes enfants. Et ils apprennent peut-être des choses sur nous ou à travers les petits-enfants, parce qu'on raconte des choses aux petits-enfants qu'on n'a peut-être pas racontées à nos enfants. Donc ils redécouvrent des trucs comme il y a 2 ans, avec Mémé. Nous, on avait été visiter la mine d'Arambert avec Léandre, et il y avait Noé, Sarah, Simon, Ali, et puis après les petits-enfants, donc mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils lui ont demandé s'ils pouvaient lui raconter un petit peu ce qu'elle avait vécu, et puis montrer voir ses maisons. Donc du coup, on a fait le tour des maisons, on a été voir toutes les maisons où elle avait habité. Et il y a des trucs que moi j'ai appris grâce à mes petits-enfants, parce que je ne savais pas qu'elle avait fait autant de maisons sur Arambert, qu'elle avait fait 2 maisons à Arambert, et puis donc on a appris des choses, je dis, mais grâce aux arrière-petits-enfants, parce que ils osent poser des questions que nous on n'ose pas poser. Du coup, c'est une transmission, mais à travers les âges. Lydia Bachet, styliste avec son atelier L'Étoile 3C2R à Lys-les-Lannoy près de Roubaix, raconte également les liens qui peuvent exister entre grand-mère et petite-fille. Alors, je pense que celle qui va prendre le flambeau par la suite, ça sera ma petite fille, parce que chaque fois que je l'ai, elle a hâte de se mettre en machine et de faire des choses. Pendant les vacances de Pâques, elle est venue chez moi et elle s'est fait 2 jupes. Ah oui, elle est prête à le faire. Et quand elle arrive, mamie, j'ai envie que tu me fasses une robe, j'ai envie que tu me fasses une jupe, mais on fait à deux. On fait à 2. Et là, je pense, je vais la motiver, je vais la pousser. Elle fera d'autres études et tout, mais au moins qu'elle sache coudre. Parce que quand j'entends plein de personnes me dire, ma maman était couturière, maman savait coudre, je ne sais même pas coudre un bouton, c'est dur. C'est dur quand même. Bon, elle sait coudre un bouton, elle sait coudre se mettant sur jet, elle sait faire des choses. Mais voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je rencontre ça dans les yeux de mes clientes qui viennent pour l'apprentissage. Quand elles arrivent et qu'on apprend à faire des choses avec elles,
Et à la fin, alors, elle dit, mais c'est moi qui fais ça. Mais comment on arrive à faire ça? Et en plus, quand on commence à assembler, quand on laisse un peu des trous pour tout retourner, mais tu es sûr, Lydia? Je dis, t'inquiète pas. Tu verras le résultat à la fin. Et là, je vois les yeux comme ça, que ce soit les adultes ou que ce soit les enfants, mais avec des gros yeux comme ça, en disant, mais c'est un honneur, quoi. C'est génial, j'adore. Les étoiles dans les yeux de mes clientes, c'est extraordinaire. Et au-delà de notre propre famille, des écarts imposés par l'âge ou la hiérarchie peuvent entraîner des désirs de transmission similaires à ceux qu'on observe dans la famille. C'est ce que nous explique ici Isabelle Delcroix-Nollet. J'ai ma filleule, qui est très féministe. Bon, mais les jeunes femmes de 30 ans, il y en a quand même beaucoup qui le sont. Donc voilà, ma filleule. Alors moi maintenant c'est une famille recomposée de 4 garçons, mais je pense qu'ils sont tous féministes parce que ils sont assez choqués quand dans des conférences il n'y a pas de femmes présentes. Voilà. Et donc et moi j'ai mon fils qui est papa cette année. Et qui, grâce au confinement, je dirais, il a pu vivre la naissance et la proximité avec son bébé de tous les jours. Et donc, il y a un lien affectif très fort, qui s'est créé. Et je crois que ça, c'est s'il continuait à travailler à l'extérieur sans confinement, le lien se serait évidemment fait, mais pas là. Là, c'est un lien, je dirais, charnel. Et les sujets, comme maintenant il a une fille, enfin voilà, toute cette conscience... Même si quand il était ado, c'était plutôt la provoque sur le sujet, quoi. Mais c'est normal. Voilà, je pense que je transmets à mon fils. Et puis toutes mes stagiaires. Mes stagiaires, je les adore. Je les ai toutes accompagnées. Quelque part, je les coach en même temps. Et la dernière, c'est Radia Wali, et qui est une jeune femme kabyle, qui est arrivée ici en France à l'âge de 2 ans et qui est brillantissime. Et donc voilà, j'ai aussi ouvert les yeux sur plein de choses et souvent j'ai des jeunes femmes qui ont vraiment plein de potentiel et que j'accueille ici. Je sais pas pourquoi, mais ici c'est un lieu de rencontre aussi avec des super stagiaires, quoi. Et j'ai eu des garçons aussi. Mon premier stagiaire c'était un garçon, Thomas, et qui était vraiment formidable, quoi. Il est d'abord venu par défaut 15 jours. Je lui ai dit j'ai besoin de quelqu'un absolument. Il dit je viens pour 15 jours et me voir. Et il est resté 6 mois. Donc... Cet épisode est désormais fini et je vous remercie chaleureusement pour l'avoir écouté. La semaine prochaine et les suivantes, nous nous intéresserons au contexte de transmission, mais cette fois-ci dans l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à raconter, ça durera donc sur plusieurs épisodes. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads et d'autres de Francine Cocampo de Dixit Talkers. Vous pouvez écouter sa musique sur les plateformes musicales. Son 2e album est sorti le 16 septembre 2021. Pour cette émission, je tiens à remercier l'ensemble des personnes interviewées. Isabelle Baudet-Muret, Jean-Pierre Alinsky, Lydia Bachet et Marie-André Lotellerie. Je tiens également à remercier les Archives nationales du monde du travail et l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix, qui m'ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. L'exposition Fibres féminines, dont est issu le témoignage de Nicole Kwan, est accessible en ligne. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode et sur le Facebook du studio Flamboyance. À la semaine prochaine!